Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator. Aujourd'hui on va voir une leçon sur le scripting dans les objets. Parce que juste à présent on a vu en fait qu'on scriptait dans une fenêtre qui s'appelait Global et qui correspondait à l'environnement global du jeu, c'est-à-dire la table telle qu'on la voit ainsi. Ok. Donc aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi et aussi apprendre comment scripter dans des objets. Donc avant de commencer, je rappelle comme à chaque fois que le contenu des cours est disponible en lien dans la description de la vidéo. Vous aurez un fichier rare que vous pourrez ouvrir et dans les cours de script, vous aurez le cours d'aujourd'hui qui sera nommé normalement le cours numéro 10 et il sera en deux parties. Une partie dans Global et une partie dans les objets. Voilà, donc revenons à notre histoire de scripter dans des objets. Alors à quoi ça sert? En fait, si on revient sur cette table, quand on va scripter dans Global, c'est le code qui va, comme je l'ai dit plus tôt, correspondre à l'environnement global. Si on veut scripter un objet en particulier, en général, on le fait quand on veut pouvoir exporter cet objet, quand il a une fonction un petit peu d'utilitaire qu'on va pouvoir importer dans n'importe quel de vos modules. Par exemple, un objet qui peut, on le voit souvent celui-là, un objet qui va piocher au hasard, désigner au hasard le premier joueur. Un objet qui va, je sais pas, hein, qui va se mettre sur un deck de cartes et qui va vous étaler les cartes, ça aussi on peut le voir. Un sac qui va se mélanger automatiquement. Donc ça, tout ça, ce sont des objets scriptés et là est l'avantage de scripter dans des objets, c'est de pouvoir les exporter. Donc ici j'ai un exemple d'objet que j'avais fait à partir d'un objet qui était scripté par Mr. Stump. Donc si vous voulez l'utiliser, il est dans la sauvegarde du jeu, dans le fichier JSON. Et donc il permet de localiser des positions. En cliquant sur Global par exemple, il vous donnera la liste des positions globales à laquelle l'objet est posé. Donc ça c'est un exemple d'objet scripté. Donc voilà, je fais clear. Et donc si je veux regarder ce qu'il y a à l'intérieur, je fais bouton droit, scripting et scripting editor. Donc là sous ma fenêtre, donc je reviens dans ma fenêtre de code. Ici donc j'aurai mon workspace. Donc je vois bien ma fenêtre globale ici, l'UA. Et donc il y aura Position Finder qui va s'ouvrir. Et là, donc j'aurai accès à tout son code. Ok. Donc c'est un code qui est séparé de la fenêtre globale. Donc on va voir en gros à quoi ça sert et aussi les pour et les contre. Parce qu'en fait, la contrepartie de tout ça, c'est que ça va demander un certain nombre de manipulations et de bien réfléchir à ce qu'on fait, où est-ce qu'on place le code, où est-ce qu'il faut l'appeler, et pas se mélanger les pinceaux. Voilà, donc on verra ça en fin de cours, on verra ce pour et ce contre en fin de cours. Et là, on va commencer tout de suite par commencer à scripter dans un objet et appeler une fonction. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon global ici? Ben, j'ai fait appel à une fonction que je vous ai présentée dans un cours d'application. Donc c'était le premier cours sur le scripting complet d'une mise en place. J'avais créé une fonction qui s'appelle takeObjectFromZone. Donc on ne va pas passer là-dessus. Si vous voulez voir le détail de cette fonction, il est expliqué dans le cours précédent. Mais en gros, quand j'appuie, c'est une fonction qui me permet de piocher un certain nombre d'objets dans une zone, donc cette petite zone qu'on voit ici. Ça détecte automatiquement un deck, ça prend le nombre d'objets désirés, ça les envoie à la position désirée. Et s'il n'y a pas de deck, ça prendra le premier objet ou les premiers objets croisés dans cette zone et ça les enverra en nombre désiré. Voilà. Et donc ça, en fait, cette fonction-là, je vais vous montrer comment la placer ailleurs. Ok, par exemple, dans ce cube-là, au lieu de le mettre dans Global. Donc d'abord, commençons par apprendre à appeler une fonction. Donc là, j'ai cette fonction-là qu'on laisse tomber pour l'instant. J'ai mes petites déclarations d'objets, rien d'original. Et ici, j'ai une fonction cliquable que j'ai appelée doIt. Donc on va y mettre ce qu'on veut au fur et à mesure du cours. Et là, donc, elle fait appel à cette fonction takeFromZone. Ok. Donc là, on va faire autre chose. On va essayer de faire appel. Donc je vais modifier le nom. Je vais appeler ça Allo. Et puis je vais prendre notre cube, donc le cube bleu, ou le cube rouge plutôt, je vais l'appeler, voilà, et je vais scripter dedans. Donc ça va ouvrir une fenêtre de script sous VS Code, et donc il faut la trouver. Donc en général, ça va nommer le type d'objet avec son guide, ok. Donc ici, j'efface parce que ça correspondait à la sauvegarde précédente. Normalement, je n'ai rien, et je veux juste une fonction que je vais nommer test. Et cette fonction-là va juste me renvoyer un OK. Donc j'utilise print, mais on peut utiliser log à chaque fois. Voilà. Donc,
OK, et donc je vais faire appel à cette fonction-là. Donc pour faire ça, on va d'abord aller regarder l'API, et il faut aller à Global Function. OK, c'est pas très intuitif, mais c'est ici qu'on a toutes les fonctions qui permettent de communiquer entre les objets et le global. Donc là, on va pas passer en revue tout ça. Les principales fonctions qu'on va voir, c'est celle-ci. Call, qui permet d'appeler une fonction dans un objet ou depuis un objet dans le global. On a de la même façon, getVar et getTable, qui permet d'aller récupérer soit une variable, soit une table dans un objet ou depuis un objet dans le global. Ok, et avec ça, on arrive à faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on commence par celle-ci. Donc on nous dit que si on veut faire appel à une fonction dans un objet, il faut nommer cette fonction en argument et ensuite donner les paramètres de cette fonction-là. Alors là, on voit directement une première limite. Parce que la fonction, donc il faut absolument l'écrire en string, c'est-à-dire en chaîne de caractères. Et ça nous rappelle le problème posé par les boutons qui doivent faire appel à une fonction en chaîne de caractères. C'est exactement la même chose. Donc là, on va devoir on va pas pouvoir passer d'arguments entre parenthèses comme ceci. C'est pas possible pour appeler une fonction dans un objet. On est obligé de passer tous ces arguments sous forme de une seule table. Donc un paramètre qui correspond à une table. Ok? Donc on va voir ça tout de suite après. Pour l'instant, appelons juste la fonction. Donc pour appeler la fonction, je vais appeler mon objet. Donc je l'ai déclaré ici, c'est le cube rouge. Je vais l'appeler cube fonction. Ok? C'est le cube rouge. Je fais ça, point call. Le nom de la fonction que j'ai appelée, c'est test. Et pour l'instant, je le fais comme ça, je ne mets pas de paramètres, c'est pas obligatoire, parce qu'elle n'en demande pas. Ok? Donc je lance cette fonction-là, et on va voir si ça marche. Allô? Ok. Donc ça marche bien. Là, on a appelé la fonction qui est située dans ce petit cube. Très bien. Donc allons un peu plus loin. Donc maintenant, on veut faire appel à une fonction qui va lister des objets. Donc imaginons que on veut que dans cette zone-là, on liste tous les objets présents. Donc là, c'est vraiment des exemples complètement abstraits, mais il faut pouvoir vous projeter, vous imaginez ce qu'on peut faire avec. Je vous ai montré un exemple avec cet objet-là. Donc là, quand on veut faire ça, eh bien, je vais commencer par appeler la zone de script. Donc il faut passer par l'outil scripting, là, bouton droit, scripting, scripting editor. Et là, j'aurai accès à la fenêtre de script dans l'objet. Normalement, elle est ici, et je vais l'effacer pour écrire la même chose. Donc là, on va faire une fonction qu'on va appeler listObject. Donc toujours pas d'argument. On va faire un petit séparateur parce qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle liste, on va les séparer par des pointillés. Et on va faire une détection d'objets classiques comme on l'a vu plein de fois. Donc objects. Et là, c'est là que tout prend toute la différence va apparaître. C'est que au lieu de faire, vous savez, on faisait avant un objet en question, par exemple cube bleu ou cube, je sais, non, on n'est pas dans un cube, mais peu importe. On faisait ça. Ben maintenant, comme on est dans l'objet sur lequel on veut agir, on fait self. Self, ça veut dire soi-même. Donc, on veut que on détecte les objets de cet objet-là. Ok, donc de la zone de script. Ça ne marcherait pas sur un cube, par exemple. Mais en l'occurrence, ici, dans une zone, ça marche. Et bien ensuite, on va explorer, comme d'habitude, donc sans se soucier de l'index, les objets présents dans la zone. Hop, la liste d'objets qui a été retournée. Et pour chaque objet, on va imprimer le type. On va pas faire plus loin, c'est juste pour montrer un exemple de l'utilisation de self. Alors je lance. Alors on va bien sûr appeler la fonction listObject. Donc ça, je vais le commenter. Je vais faire... Alors la zone de script, c'est zonegame.call. Et le nom de la fonction, c'est listObject. On va décommenter ça. Et puis là, je vais l'appeler lister. Donc voyons voir si cela fonctionne. Donc je liste. Pour l'instant, rien. Si je mets deux cubes, une carte, un petit jeton, hop, vous voyez, ça liste mes objets. Donc voilà. Voilà comment on utilise un script dans un objet. Et pour aller plus loin, donc je reviens à l'objet que je vous ai montré. Je vais y arriver, voilà, juste avant. Celui-là, avec plein d'utilisations de self.
Donc on revient dedans. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un self. Donc self create button, on crée un bouton sur soi-même. Le function owner, ça c'est très important. Quand on veut faire un bouton dans un objet, on le localise dans self, la fonction qu'on va cliquer. Eh ben, si elle est dans global, on met global ici. Si elle est dans l'objet, à savoir ici, plus bas, ben, on met self. Ok? C'est de la logique. Et donc après, on utilise self, par exemple, pour avoir la position de l'objet en question, pour avoir la description, pour etc., etc. Ok? Donc voilà à retenir le self. Donc on a vu l'appel de fonction pour l'instant sans paramètres. Et maintenant, imaginons qu'on veuille, alors un des grands intérêts de scripter dans des objets, c'est d'alléger le code. Donc vous voyez ici, j'ai bon, déjà 100 et quelques lignes de code, alors que je n'ai rien fait, ok? J'ai juste mis une grosse fonction qui va faire des choses que je vais appeler dans global. Et il faut imaginer qu'à la fin d'un script, par exemple si vous référez à la vidéo où j'ai préparé le script de base pour une mise en place, ben on a les trois quarts du code, il peut y avoir plusieurs centaines, voire milliers de lignes, hein, ça peut arriver, qui sont des fonctions définies. Et donc la plupart des développeurs n'aiment pas ça. Et vous verrez peut-être à l'habitude ça va vous gêner. Ben, la fenêtre globale elle va commencer à être chargée. Hein, et bon ça voilà. Ça a des avantages et des inconvénients qu'on va revoir en fin de vidéo. Mais on voudrait, pourquoi pas, placer toutes ces fonctions dans un autre objet, dans une autre page. Donc ça je ne vais pas faire de détails là-dessus, mais il est possible de localiser ces fonctions dans une autre page que globale. Mais après ça devient compliqué et la page globale en fait devient un petit peu difficile à comprendre et vraiment c'est pas accessible pour on va dire des débutants et même pour moi j'ai du mal honnêtement à me servir de ce concept là. Donc si on veut déplacer des fonctions dans un objet, imaginons qu'on aille déplacer tout ça. Ok, on va le supprimer d'ici et on va essayer de faire appel à cette fonction là pour piocher des cartes. On va aller dans notre bloc square ici et on va lui mettre toute cette fonction là. On va effacer le petit descriptif pour alléger. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On a vu que pour faire appel à une fonction, il fallait que tous les arguments soient dans une table unique et qu'il n'y ait pas d'autres arguments, qu'il n'y ait pas de paramètres comme ici, zone, etc., etc. On est contraint en fait de faire ce que j'ai écrit ici comment dire, en commentaire. On va devoir faire passer une seule table. Ok? Donc ici par contre au passage, je vais le réécrire pour vous. C'est une très mauvaise idée d'appeler ça table, parce que table ça correspond à une variable qui est globale, déjà définie dans le jeu. Il ne faut pas prendre ce nom là, ok? On essaie de prendre des noms bien spécifiques, on va appeler ça params par exemple. Et donc là on va définir chaque paramètre qu'il y avait. Bon, en fait du coup je vais reprendre ça. Params. Et donc voilà, je sais qu'on a besoin d'une zone, d'un nombre d'objets à saisir, d'une position et d'une rotation. Ok? Donc là, si je veux faire appel à cette fonction-là, eh bien, je vais reprendre un peu cet exemple ici. Donc il va falloir faire appel à takeFromZone, mais qui sera dans, je ne vais pas l'écrire comme ça, qui sera dans notre objet, qui sera donc dans le cube fonction. Call. Et là, on va l'appeler takeFromZone. Voilà, takeObjectFromZone, très bien. Et donc là, je passe tous les params. Params qu'il va falloir que je définisse au préalable. Alors ici, on va les faire, un peu comme pour vous savez, la position d'objet. Eh bien, mais c'est parti. Donc zone égale ZoneDeck. On prépare. Alors là, il faut que je connaisse le nom des arguments. Ça, c'est une petite contrainte. Donc nb2take égale, on a dit 10. Ensuite, on a position et rotation. Voilà, on va écrire rotation. Et on va prendre ces paramètres-là. Donc là, déjà, on voit une petite limite. On va tester déjà si ça marche. C'est pas dit que ça marche hein, du premier coup. Voilà, j'ai mis listé, mais bon, c'est plutôt pioché. Pioché 10. On va revenir à la ligne. Voilà.
Ok, ça fonctionne. Donc là, on voit une première quand même limite, c'est que voilà, on est obligé de passer tout par un paramètre. Donc il faut voilà, convertir ça en variable qu'on va utiliser dans notre code. Sinon, vous devrez à chaque fois écrire params.zone, param, etc., etc. Ce qui n'est pas très pratique. Donc je préfère passer par cette petite étape intermédiaire qui allège la suite du code. Eh ben, du coup, si vous aviez des fonctions toutes faites, il faut les repenser. Il faut tout repenser pour que ça passe par ça. Donc vous ne pourrez pas copier-coller facilement des fonctions comme ça d'un objet vers le global. Ok, donc c'est une première limite. Mais on peut imaginer que si vous prenez l'habitude de fonctionner comme ça, ben vous pourrez toujours fonctionner comme ça, c'est-à-dire faire toutes vos fonctions avec une table paramètres et puis c'est parti, hein. Donc c'est pas forcément un inconvénient, c'est juste qu'il faut un peu choisir. Et moi personnellement, ben, j'ai choisi l'autre option, c'est-à-dire de coder dans le global. C'est voilà, c'est vraiment à chacun qui le voit. Voilà, on verra ça en fin de cours. Donc, imaginons qu'ici je n'ai pas de rotation. Pourquoi? Parce que dans la fonction telle que je l'ai conçue à l'origine, ce paramètre-là était facultatif. Ok, j'avais mis s'il y a une valeur rotation, donc voilà ici, alors on prend la valeur qui est donnée en paramètre, et sinon on prend par défaut la même rotation que le deck, que le container. Ok. Donc imaginons que je ne mette pas ce paramètre-là et j'appelle la fonction. Ok, ça marche. Ça marche très bien. Ensuite, si on aurait voulu pallier ça, eh bien, on pourrait aussi... Alors attendez, laissez-moi juste imprimer rotation pour bien voir ce que ça donne. Nil, ok. Donc moi j'avais prévu l'éventualité d'utiliser un nil. Voilà, ce qu'on peut faire autrement, on verra ça plus tard quand il y a des paramètres qui manquent. Mais ici, ce n'est pas un problème parce que j'ai prévu dans mon code, ok, cette éventualité. Donc très bien, là on a vu l'utilisation, l'appel d'une fonction de global vers un objet. Il faut savoir que si c'est l'inverse, si par exemple on veut appeler une fonction qui est située dans global, on va pas faire do it parce que ça va faire un cercle ok, infini, une fonction qui appelle une fonction qui appelle une autre fonction. Là en fait il faudra juste faire call et écrire global. Ok, et ensuite la même chose, le nom de la fonction et les paramètres. Ok, voilà, c'est la même chose. Pardon, excusez-moi. C'est moi qui inverse. Global.call. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, donc je passe sur ce détail-là. Je pense que vous avez compris. Donc ensuite, la prochaine étape, ça sera de savoir stocker. Alors le script dans des objets, c'est pas obligé de scripter que des fonctions, hein. On peut aussi juste mettre des petits paramètres. Donc là, on va par exemple faire une petite fonction où on va compter des points, des objets, enfin des valeurs qui sont prises dans des objets. Et ça, je vais l'appeler, je vais lui donner un petit nom. On va faire ça avec des légumes par exemple. Donc je vais l'appeler get total veget. On va faire le total des légumes contenus dans les objets. On va voir ça. Donc ici, je commande ceci. Et on va aller voir notre petit cube. Donc ça, je le remets là. Petit cube bleu par exemple. Et on va aller le scripter. Et on va lui mettre juste des variables. Donc il est apparu certainement ici. Ah, vous voyez, j'avais déjà écrit ces variables-là. Donc, ici, on va mettre 2 poireaux, des champignons égale à 8, et la valeur potimarron, la variable potimarron égale à 1. Ok. Dans notre cube rouge, on va faire la même chose. On va en mettre quelques-uns. Donc, on va prendre le même exemple, et on va changer un peu les valeurs. Donc, poireau, mettons égal à 1, 12 champignons, 0 potimarron. Donc maintenant, je veux une fonction qui va, dans chaque objet, prendre ces variables-là et faire le total pour chacune. Ok. Donc voilà, donc là on voit une des utilisations des scripts dans les objets, c'est qu'on peut imaginer avoir 100 variables ou 200, autant que vous voulez, dans les objets. Alors que le cours d'avant, je vous avais montré les tags, et alors quand le nombre d'informations est vraiment énorme à contenir dans un objet, peut-être que les tags atteignent une certaine limite et que passer par ce genre de méthode, scripter des objets, est peut-être plus approprié. Comme ça, vous aurez vu les deux.
Alors très bien, donc cette fonction de total végète, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc on va faire déjà des totaux, on va initier les totaux, ok? Total poireau, hop, égale 0. Donc vous avez compris la suite, et je vais le faire sur les différents légumes. Voilà, pour aller plus vite. Donc maintenant je vais détecter les objets de ma zone, parce qu'en fait ce que va faire cette fonction, elle va aller compter les objets dans cette zone, hein, mais on va faire comme ça. Donc on va faire object, toujours pareil, égal, donc on est dans la zone game ici. J'aurais pu faire aussi total végète comment dire, dans la zone de script, hein, de faire exactement comme j'ai fait ici. Ok. Alors total végète égale zone game object, presque. Et donc pour chaque objet, on va les parcourir avec une boucle hyper. Hop, on ne se sert pas de ça, et ça correspond à un objet. Donc là, on va dire comment on va faire en fait, comment on va s'y prendre. Eh bien, on va faire une addition. Donc on va additionner le total des poireaux avec le score de poireaux qui est trouvé dans l'objet. Donc j'accède à la variable en faisant objet.getVar, et on voit ici dans la fonction décrite sur l'API qu'on a vu tout à l'heure que pour avoir accès à une variable, eh bien, il nous dit qu'il faut l'écrire en string, en chaîne de caractères. Donc le nom de la variable doit être écrit en chaîne de caractères et non pas comme ceci. Et encore moins comme cela. Donc il faut absolument l'écrire en chaîne de caractères. Donc là, j'aurai accès à la valeur poireau qui sera ici dans mon plutôt ici dans mon objet. D'accord. Ensuite, eh ben, on va faire la même chose pour les autres. Donc je vais vous passer. Donc on va faire total. Donc il y avait quoi? Il y avait des champignons et des potimarrons. Ben, on va faire comme ça. Hop, on va écrire ici avec Alt pour pouvoir tout modifier à la fois. Donc on a champignons. Et là je reclique sur en maintenant Alt appuyé. Potimarron. J'aurais pu prendre des variables plus simples à écrire. Ensuite, voilà. Et donc à la fin, la fonction restitue dans un print. Donc on peut faire un print en plusieurs parties. Qui va nous mettre, donc qui va revenir à la ligne à chaque fois. Hop, retour à la ligne. Et puis on va mettre total poireau, espace 2 points, espace. Et là, virgule. Et on met notre total poireau. Ok. Et on va faire la même chose pour chaque ligne. Hop, hop, hop. Je suis un peu toujours dans l'idée du calculateur de score, hein, mais on peut imaginer plein d'applications différentes. Hein. Donc total champignon. Hop, ici je remets le N. Total potimarron. Hop, on va reprendre juste champignon. Oui. Voilà, ici on enlève cette virgule, sinon ça va faire un problème. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner, sauf si j'ai fait quelques erreurs de frappe. Hein. Donc on y va. Donc je vais mettre cet objet, on a mis des paramètres qui correspondaient à ce qu'on a demandé. Et là, bien sûr, j'ai pas appelé la fonction total végète. Et je vais faire, je vais l'appeler totaliser. Et c'est parti. Donc on a dit que c'était contenu dans global, donc là c'est pas la question. On fait total végète. L'objectif c'était d'accéder à des variables. Donc on y va, total végète. Voilà. Donc on a bien vu que là ça a additionné 12 et 8, 2 et 1, 0 et 1. Donc ça a bien marché. Si j'enlève celui-là, on voit que ça marche aussi. Donc ça a bien marché. Imaginons que dans un objet, il y ait, je sais pas, des carottes. Et dans un autre, il y ait peut-être des concombres. C'est pas trop de saison, hein. On va plutôt mettre des brocolis. Et on va en mettre 2. Donc là, si on veut faire un total, ça va peut-être être compliqué, parce que si je fais total, c'était quoi, des carottes que j'ai mis? Des carottes. Donc ça c'est pour vous montrer voilà, qu'il faut faire attention.
à toutes les éventualités. Donc c'est pas propre au script dans les objets, mais quand même un petit peu. Total, on a dit brocoli égale total carotte, voilà, brocoli. Je pense qu'on est bon. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? On peut déjà le deviner. Voilà, une erreur qui va nous dire, attention, on essaie de faire des opérations arithmétiques entre des choses nil, ça veut dire néant, des choses qui n'existent pas. Donc ça, toujours pareil, quand il y a un nil, c'est quand il ne trouve pas ce qu'on veut chercher. Donc en fait, il va demander un total carotte dans cet objet-là, mais aussi dans cet objet-là, et il ne le trouve pas. Donc quand on fait ce genre d'appel, il faut toujours prévoir l'éventualité qui n'existe pas cette valeur-là. Donc pour ça, on va utiliser une condition. Ok? Donc ça, on n'est pas dans le cas de figure qu'on a vu avant avec un if, etc. On peut l'écrire directement. Donc ça, je vais vous le montrer. Ici, je vais juste mettre une parenthèse. Donc on met ça entre parenthèses. Et on donne une autre possibilité à la valeur donnée. Donc ici, c'est soit la variable poireau, champignon, etc. ou 0, s'il n'y en a pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une expression qui dit, en gros, si tu trouves quelque chose, tu prends ça. Sinon, tu prends 0. S'il n'y a pas, tu prends 0. Donc il faut le penser à le faire, parce que sinon vos codes vont planter. Donc là, on va essayer comme ça. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, bien évidemment, j'ai oublié d'initialiser les totaux. Donc il faut être bien vigilant à ce qu'on fait, ce qui n'est pas toujours mon cas. Et on va commencer par le total carotte, évidemment, puisqu'on ne l'avait pas nommé, donc il n'existe pas, il ne sait pas où je voulais incrémenter. Et là, je crois que j'ai effacé mon total potimarron. Voilà. Donc là, ça devrait aller mieux. Donc on a poireau, champignon, potimarron, carotte, brocoli. Et on est parti. Et voilà. Ok. Donc là, on a prévu toutes les éventualités. Donc le code marche parfaitement et on peut mettre tous les paramètres qu'on veut. Donc on a vu comment stocker des variables dans un objet et comment y faire appel ailleurs. Donc en mettant le nom de l'objet, .getVar. Et on peut faire l'inverse depuis un objet ici, si on veut appeler une variable qui se représente, par exemple, cet objet-là. Le guide, dans le global, eh ben, on ferait global.getVar. Il reste une dernière chose à voir, donc on aurait fait voilà, zone de guide comme ça. Ça aurait été pareil. C'est qu'on a vu qu'on peut faire appel à des variables, donc ça on va aller très vite, mais on peut faire appel soit à une variable, soit à une table. Si vous faites getVar sur quelque chose qui a une forme de table, ben ça va planter. Il faut utiliser getTable. Donc ça c'est un peu une contrainte aussi. Voilà, il faut savoir ce qu'on demande en fait, et à quel endroit. Donc là par exemple, si j'avais voulu faire ma fonction qui fait ce toto là, ben en fait j'aurais dû un peu revoir ma méthode avec des tables. Hein. Imaginons que là par exemple ces valeurs-là, donc on est dans nos rectangles là, j'ai contenu tout dans une table. Ok. Ben, on peut faire la même chose, mettons ici. Voilà, donc je ne vais pas reprendre tous les légumes. Hein. On va juste refaire un petit exemple en essayant de rester cohérent. Voilà, 8, 1. Et ben là, donc c'est pas comme ça qu'il va falloir l'appeler. On va peut-être reprendre le code quand même pour aller plus vite. Ça sera total poireau et on va passer par une étape où on va récupérer les informations contenues dans la table. Donc ça n'est plus valable. Je vais l'effacer pour pas que ça porte à confusion. Hop, j'en ai oublié un ici. Voilà. On va mettre un pour pas qu'il bug. Local. Donc je récupère les légumes. On va appeler ça comme ça. Et donc là, on est dans l'objet. Donc dans chaque objet, on ira attraper la table. Donc getTable. Ok. Qu'on appelle. Il va falloir appeler légumes. Donc il faut bien être cohérent, hein, consistant avec ce qu'on fait. C'est là, on appelle ça légumes. Il faut appeler la table légumes. Ok. Et donc dans chaque quand on a récupéré pour chaque objet la table légumes, eh bien, il suffit de sortir à chaque fois l'objet qui correspond, c'est-à-dire l'objet, la valeur qui correspond. Donc légumes, point. Donc ici, ah ben c'est reparti. Hein. Je vais essayer de faire comme ça.
Oups. Alors on va voir. Je n'utilise pas souvent cette fonctionnalité. Donc toujours avec Alt appuyé, j'appuie sur hop, CTRL V, CTRL flèche de gauche, et là je fais supprimer. Donc là la flemmardise à son paroxysme. Donc là j'ai récupéré dans la table légumes la variable poireau. Ok, c'est la même chose. Et on va voir si ça fonctionne. Quand je dis ça en général ça marche pas, hein. Et c'est ça qui est intéressant. Mais là si ça a marché, j'ai été mauvaise langue. Donc ça a très bien marché. Voilà, donc c'est comment récupérer des informations dans un objet. Eh ben, je vous ai montré les deux principales fonctions, même vous dire les deux fonctions qu'on utilise. Ben, je pense qu'on a fait le tour de notre cours là, sur les scripts dans des objets. Maintenant, on peut faire une espèce de petit pour et de contre. On peut récapituler sur ce qu'on a vu. Donc, on a vu que pour scripter dans un objet, il fallait donc penser à utiliser self au lieu de global quand on utilise des fonctions qui agissent sur l'objet en soi, lui-même. On a vu qu'il fallait utiliser la fonction call pour appeler soit des variables, soit des fonctions dans un objet ou dans global, et que c'était un peu contraignant parce qu'il fallait en fait penser la fonction exprès pour ça, c'est-à-dire définir nos paramètres ici sous forme de table, uniquement de table, et après quitte à devoir sortir un par un les paramètres comme ça. Il y a peut-être d'autres façons de faire, hein, mais celle-là elle est assez courante et compréhensible. Donc en définitive, pour ou contre. Alors je vais peut-être vous coller un petit texte que j'avais écrit et que vous pourrez retrouver dans le cours, hein. Donc je vais le poser ici, dans le fichier de cours, je veux dire. Donc on a voilà un petit résumé. Donc scripté dans le global, il y a un gros pour moi, c'est que tout le code est dans une même fenêtre. Et un simple CTRL F permet de retrouver le code facilement. Si vraiment voilà, j'ai un problème, je ne sais plus où j'ai mis cette fonction, je fais CTRL F, c'est réglé. Ok, elle est quelque part ici. Et voilà, et de la même façon, je peux vite, avec CTRL H, je peux remplacer tous mes noms de fonctions d'un coup. Si je vois que j'ai fait une erreur dans la nomenclature, je corrige tout en une demi-seconde. Alors que si vous répartissez tout dans plusieurs objets, ça va être l'enfer. Il va falloir que vous ayez passé des heures à savoir où est-ce que sont vos fonctions. Ensuite, un contre pour la fenêtre globale, bien sûr, c'est la taille du code qui va être voilà, très long, et puis voilà, c'est vraiment une question de point de vue. On a tout au même endroit, c'est un avantage et c'est aussi un inconvénient. Scripter dans des objets, il y a un gros pour, et c'est vraiment pour moi ça la fonction principale, l'utilité principale, c'est de rendre des objets qui soient exportables et automatiques. Ils sont complètement automatiques. Celui-là, ben, j'ai pas besoin de faire grand chose, hein. Ça fait des mois que j'ai pas regardé le code dedans. Je le copie-colle dans un autre mode et c'est parti. Le script est copié et il va marcher très bien, ok, parce qu'il a été conçu pour ça. Donc ça, c'est la grosse utilité du script dans les objets. Ensuite, aussi, si on veut répartir son code dans plusieurs objets, comme on l'a fait ici avec la fenêtre de script, voilà, ou avec les cubes, ben ok, ça allège la fenêtre globale. Je reconnais, si on enlève, vous voyez qu'on a enlevé la grosse fonction ici, qu'on l'a mise ici, ça fait quand même un peu plus léger. Donc on peut se focaliser sur les choses importantes. Voilà, le code va être beaucoup plus clair à lire, enfin, se dire en diagonale, quoi. Même celle-ci, j'aurais pu la mettre dans un objet, hein. Ça, il n'y a pas de problème, dans la fenêtre de script, par exemple. Ensuite, eh ben, y a un gros contre, c'est ce que j'ai évoqué juste avant, c'est qu'il faut déjà ouvrir, fermer chaque fenêtre de code de chaque objet. Donc on a vu, il faut aller les chercher ici. C'est pas forcément un gros problème, mais ça veut dire qu'il faut peut-être les renommer nos objets. Il faut leur donner un nom. Voilà, il faut s'organiser parce que si on fait ça 10-15 fois, on a 10-15 fenêtres ouvertes et voilà. Donc ça rend la chose compliquée. Et j'ai vu aussi, on a vu que le code était dispersé dans les objets. Donc, voilà, donc CTRL F ça marche plus, CTRL H ça ne marche plus, c'est fini. Par contre, on peut utiliser par exemple avec VS Code l'outil de recherche ici. Si on met le nom de la fonction, ça va vous sortir tous les objets dans lesquels cette fonction est présente. Donc il y a quand même un petit espoir. Et ensuite, ben, il faut aussi faire un petit effort, hein, c'est-à-dire que pour faire appel à des variables ou des fonctions, il faut savoir où elles sont, il faut utiliser call, et puis ça force à designer vos fonctions pour qu'elles ne reçoivent qu'une table en paramètres. Okay, donc moi, c'est pour ça que
je vote plutôt pour l'option coder au maximum dans global et on met dans les objets que vraiment quand c'est indispensable pour exporter un objet ou quand vraiment il y a 2 tonnes de paramètres à mettre dans un objet. Voilà, sinon je garde tout dans global. Et ça a toujours très bien marché. Donc ben voilà, on a fait le tour sur le script dans les objets. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Donc je vous invite à vous entraîner sur cet exercice-là. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on parlera de la détection d'objets, de l'apparition d'objets déjà, faire apparaître des objets, des zones, et puis de ce qu'on appelle physique cast, c'est-à-dire pour détecter ponctuellement des objets à un certain endroit sans devoir au préalable dessiner des zones. Donc on verra ça au prochain cours. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien et à bientôt.